Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Food, votre nouveau rendez-vous sur Bismart consacré à la transition alimentaire. Les évolutions de nos habitudes alimentaires vous intéressent. Nous aussi, on se retrouve désormais tous les week-ends sur Bismart pour décrypter, analyser les tendances, les innovations en matière de production et de consommation. À côté de cette assiette qui ne cesse de se transformer, il y a le verre et il y a notamment le vin, l'un des ambassadeurs de la culture française. Le vin a ses raisins, ces raisons que notre patrimoine est loin d'ignorer, la modération aussi, et puis des enjeux économiques bien sûr, mais aussi climatiques et sanitaires. D'où cette question, quel avenir pour le vin? Pour tenter d'y répondre, je reçois un expert, le directeur de l'école des vins et des spiritueux. Et puis dans notre rubrique Nouvelles recettes, un concept totalement disruptif du vin en canette, incroyable mais vrai. Alors les Français sont-ils vraiment prêts à abandonner bouchon, tire-bouchon et puis ce rituel sacré, celui du service? C'est ce que nous verrons avec mon deuxième invité et ce sera juste avant la fin de cette émission. Smart Food, c'est parti, le vin est à l'honneur aujourd'hui dans notre rubrique à la carte. Comme chaque semaine dans notre rubrique à la carte, un coup de projecteur sur l'un des enjeux que soulève notre manière de consommer, de manger et de boire. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au vin. Le vin, il se produit, se vend, se déguste. C'est l'un des poids lourds de l'économie française. En 2019, la France a produit 4,2 milliards de litres de vin, soit 17% de la production mondiale. La France est ainsi le deuxième producteur mondial, juste derrière l'Italie en termes de volume. Avec plus de 3,5 milliards de bouteilles consommées, la France est le deuxième pays consommateur, juste derrière les États-Unis. Premier, en revanche, en ce qui concerne l'exportation, 13 milliards d'euros réalisés à l'export en 2019. C'est une bonne nouvelle pour les débouchés économiques, moins pour la santé publique. Je vous rappelle d'ailleurs que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Alors pour parler du vin, de ces enjeux des transformations du secteur viticole, je reçois aujourd'hui Olivier Thiénot. Bonjour Olivier. Bonjour Fanny. Vous êtes le fondateur, le directeur également de l'école des vins et des spiritueux. C'est une école qui propose des cours, des formations certifiantes et intensives pour tous les niveaux, un public néophyte, mais aussi plus aguerri. Olivier Thiénot, comment la consommation de vin a-t-elle évolué ces dernières années ? Alors, ça dépend le champ des années que l'on prend, mais en gros, si on prend les 50 dernières années, on est passé d'un vin qui fortifiait, qui était une sorte de boisson de tous les jours, à un vin plaisir. Donc évidemment, les achats, la consommation est différente. Totalement modifié, c'est-à-dire qu'on l'intégrait plus facilement au repas. C'était le verre de vin qui accompagnait notre repas. Un peu comme un remède aussi, à une certaine époque. Oui, c'est un aliment d'ailleurs à la base, c'est ça, le vin. C'était un aliment. Il ne faut pas oublier que ça date de 1950, enfin autour des années 50, je crois 56 pour être exact, qu'on ne le prescrit plus à l'école. Parce qu'à l'école, on servait un peu de vin, ça fortifiait. Et à l'époque, il y avait aussi beaucoup plus de travaux de force. Il y avait un plus grand monde ouvrier. Donc, voilà, ça fortifiait, ça permettait d'aller avec plus de joie, peut-être, je ne sais pas, au travail. En tout cas, c'était un aliment. Aussi. Et à l'école aussi, éventuellement. Il faudrait voir avec le classement PISA si la baisse des performances des Français n'est pas liée à ça, mais je ne crois pas. Corrélation pas sûre. Non, pas sûr. Donc, dernièrement, sur, on va dire, peut-être les 10 dernières années, est-ce qu'on a une consommation qui baisse d'année en année ? Oui, alors malheureusement, ou heureusement, enfin peu importe l'angle, pour la santé publique, c'est heureusement. On parle de vin en général, parce qu'il y a d'autres boissons aussi qui prennent le pas, qui prennent le relais plutôt, la bière, les spiritueux. En vin, on voit quand même une sorte de stabilisation dans la baisse, mais là encore cette année, il y a une légère baisse de la consommation de vin. Et pendant le confinement, on a eu l'impression que tout le monde se mettait à l'apéro, les apéros Skype. Est-ce que le vin a pâti du confinement ou au contraire a connu une embellie ? Alors, il y a eu 2 confinements, en fin de compte. Oui. Le premier, on a eu l'impression effectivement qu'il y a eu une petite hausse de la consommation, mais qui ne s'est pas révélée durable. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait une augmentation de la consommation d'alcool en général liée au confinement.
En tout cas, il y a une étude européenne. Il y a juste un seul pays qui a vu sa consommation augmenter lors du Covid. C'est l'Irlande. Sinon, tous les autres pays, France inclus, ont vu leur consommation être stable. On parlait des questions de santé publique. Il y a eu la loi Evin. Est-ce que cette loi a eu un effet sur les habitudes de consommation des Français ? En tout cas, je crois que la loi Evin a accompagné un mouvement qui était déjà général de baisse de la consommation parce qu'on fait attention à notre santé, on veut vivre mieux, enfin bon, voilà. Et la loi Evin, en revanche, a modifié le paysage de la communication dans le vin, puisqu'elle l'a encadré. Notamment sur la publicité. C'est ça, de façon stricte. Et donc, elle a plutôt changé, à mon avis, la communication qui est un petit peu plus soft. Je ne pense pas qu'elle n'a changé les habitudes. Ni l'achat, finalement. Les achats, parce qu'en fin de compte, les achats, c'est un fait sociétal. Cette loi n'a pas changé la société. On a une société qui change, plus urbaine, avec moins de transmission de connaissances sur le vin. Et donc, ça a changé aussi. Ceux qui ont maintenant 65-70 ans, donc qui ont consommé du vin il y a une cinquantaine d'années, eux ont gardé les habitudes traditionnelles, mais les nouveaux entrants ont changé totalement leur habitude de consommer et d'acheter. Vous parliez d'une consommation qui est davantage plaisir aujourd'hui. Est-ce qu'on consomme moins, mais mieux ? Alors, on consomme moins et mieux, on consomme plus cher. C'est-à-dire qu'il y a des segments de prix, comme dans toute industrie, et on voit que maintenant, le segment du 10-30 euros est quand même, 10-20 est quand même robuste et se maintient. Et c'est là où il y a le maximum d'achat. Donc on consomme moins, on consomme autour de 2 verres, 15 centilitres, qui fait que une bouteille de vin se garde un peu plus longtemps. Et donc, il y a un peu plus de budget, on consomme local, on consomme un peu plus aussi de vins qui ont une origine, qui ont une histoire, où il y a un vigneron, et donc effectivement ça se ressent sur le budget. D'ailleurs, les consommateurs n'hésitent plus à se déplacer, voir les vignerons, acheter dans des caves. Ils sont aussi très friands de conseils, de dégustation. C'est un art, la dégustation. Alors, il y a déjà un boom qui, à mon avis, étonnerait les anciens, mais il y a un boom d'aller voir justement qu'est-ce qui se passe dans les caves. Avant, c'était réservé à certaines régions. Très confidentiel. C'est ça. Maintenant, il y a un boom de l'onotourisme, et c'est tant mieux. D'abord parce que les vignerons s'ouvrent, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ils ont des installations. Il y a aussi des applications qui permettent aussi de mettre en relation le vigneron et le consommateur. Et puis, on a envie de voir celui qui produit. On a envie de voir son histoire, on a envie de voir son environnement, on a envie de voir aussi son savoir-faire. C'est un point très très important. D'ailleurs, les Français le faisaient un peu moins. On voyait que c'était même l'apanage de gens du pays du Nord. Toujours cette image du touriste belge qui se balade en Champagne et qui remplit son coffre de voiture. De voiture. Non, maintenant c'est un peu différent. On ne remplit pas forcément son coffre de voiture, mais on va voir, on va comprendre, on cherche des explications. Et ça a profondément changé. C'était pas le cas auparavant, hein ? C'était moins le cas. On buvait de manière presque automatique, excusez-moi l'expression, mais sans chercher qui était derrière la bouteille. Hein. Alors ça dépend de quelle était la consommation. C'était une consommation courante ou liée à un événement. Mais il y avait quand même beaucoup de transmission. C'est-à-dire, alors là, on était dans un schéma beaucoup plus classique qui a été abandonné. Il y a la transmission du papa, ou du père, ou de la famille. On disait qu'au fond, la France n'était pas divisée entre droite et gauche, mais entre Bourgogne et Bordeaux. En gros, c'était ça un peu l'idée. Et en fin de compte, cette transmission s'est arrêtée. Enfin, ça a fini. Et maintenant, on a des personnes, d'ailleurs plutôt des femmes, qui se mettent au vin plus rapidement, qui essayent de savoir. Et sur un éventail aussi plus large d'appellations. Voilà, avec moins d'a priori. En fin de compte, alors on cherche quand même à consommer local. Ça, c'est un élément qu'on
qu'on voit du Covid. On cherche plutôt des appellations qui sont françaises et qui donnent du sens et font appel à l'idée, au terroir, mais avec une vue beaucoup plus large. On a passé les éléments classiques Bordeaux, Bourgogne, Champagne pour aller vers d'autres régions. On peut penser au Val-de-Loire, on peut penser aussi au Beaujolais, évidemment le Languedoc-Roussillon, la vallée du Rhône, qui sont des régions qui maintenant évidemment proposent des vins d'un super rapport qualité-prix. On a le sentiment que les Français ont un rapport très particulier au vin. Le vin, c'est notre patrimoine, ce sont les terroirs. Comment expliquer on a l'impression qu'on le sacralise quelque part. Oui. Comment on explique ce rapport si particulier au vin ? C'est dans la culture. C'est-à-dire que, par exemple... Vous parliez de transmission, d'ailleurs, oui, au sein d'une famille. C'est ça, et c'est dans la culture. C'est-à-dire qu'on peut imaginer de boire une bière seule. On ne boit pas un verre de vin seul. On le partage. Donc, c'est déjà un élément de partage. Donc, c'est un élément qui va amener à la discussion, qui va amener à la convivialité, à la sociabilité. Donc, ça, c'est un point qui est très important. C'est, à mon avis, moins le cas pour les autres boissons. C'est aussi une boisson qu'on va retrouver dans toutes les étapes de notre consommation, à l'apéritif. On peut finalement suivre tout un repas avec du vin. Pendant le déjeuner, le dîner. Voilà. Et puis, derrière, il y a des images fortes, il y a des architectures fortes, il y a des gueules de vignerons et de vigneronnes, il y a des enjeux... Il est incarné, finalement, ce vin. C'est ça, exactement. Et la France, avec l'Italie, à mon avis, ce sont les deux grandes régions viticoles du monde, puisque dès qu'on se balade, dès qu'on traverse la France, il y a toujours un village qui nous rappelle un nom d'un cru ou d'une appellation. Et les Français, ils sont très attachés. Ça les ramène à peut-être quelque chose aussi, des fois qu'ils idéalisent, mais une sorte de campagne, parfois un peu nostalgique, et en tout cas un savoir-faire local qui est très important. Alors très loin de cette image... patrimoine local, terroir, le e-commerce. Comment le e-commerce a révolutionné le marché du vin ? Aujourd'hui, 2019, c'était 9 à 10% des ventes en valeur. Oui. Et ça ne cesse d'ailleurs, ce chiffre d'affaires est en hausse constante depuis une bonne grosse dizaine d'années. Comment on explique parce que finalement, on n'a pas ce lien avec le vigneron, on a très peu de conseils, si ce n'est des fiches descriptives. Alors, vous avez raison, c'est 9%. Donc, déjà, on aurait pu imaginer que le e-commerce allait disrupter le vin, parce qu'il ne l'a pas fait. Donc, ça, c'est un premier point. On s'est aperçu qu'avec le Covid, là aussi, on aurait pu imaginer que ça allait faire exploser les sites de e-commerce. Ben non, ce sont les cavistes qui sont devenus aussi une sorte de personnes à qui on confie ses goûts et qui va lui-même nous conseiller. Ça, pour moi, c'est un peu le libraire du vin. Donc, il va vous ouvrir aussi dans d'autres horizons. Alors oui, c'est une croissance de 6-7% par an, donc ça reste important. Mais d'abord, il y a quand même peu d'entreprises qui sont rentables dans ce domaine. Donc, on voit qu'en nombre de sites de e-commerce, on a plus qui ferment que certains qui ouvrent. Donc, c'est déjà le premier point. Il y a des gros frais il y a des charges de livraison et de logistique qui sont importantes. Et viennent s'ajouter des charges de communication, c'est-à-dire qu'il faut parler du vin, il faut en fin de compte créer des articles, du contenu, des vidéos, montrer des vignerons tout le temps, pratiquement tous les jours. Le produit seul ne suffit pas. Le produit seul ne suffit pas. Si vous n'amenez pas une histoire, ça ne convient pas. Dernière chose sur le e-commerce, en revanche, certains vignerons qui ont des réseaux de distribution, ou voire même qui font de la vente au caveau, disent le e-commerce, ou en tout cas le digital en général, m'a permis aussi pour le diversifier. Coup, oui, et puis de m'approcher de mes clients, c'est-à-dire que je peux très bien avoir un Zoom avec un amateur de vin au Japon, aux États-Unis, répondre à des questions via des chats et compagnie, mettre des actualités qui sont là très, très, très intéressantes sur des savoir-faire, sur les vendanges, sur l'assemblage, sur des problématiques même de viticulture ou d'œnologie qui intéressent le public.
Et donc au fond, c'est aussi un élément qui rapproche. Il y a aussi septembre, hein, c'est l'effervescence dans les vignobles, c'est la saison des vendanges. Effervescence également dans les grandes et moyennes surfaces, ce sont les foires au vin. Oui. Lidl, notamment, cette enseigne qui lance une foire au vin en ligne. On se rapproche du e-commerce. Est-ce qu'on peut garder ce lien? Est-ce que finalement, les foires au vin n'opposent pas, en quelque sorte, les cavistes à la grande distribution? Alors, certains cavistes font des foires au vin. Ils ont adapté le modèle. Oui, c'est ça. Bon, tous les indépendants, oui, les cavistes. Voilà, la foire au vin, c'est sorti dans les années 70 par un fou de vin. À la base, c'est un élément qui est commercial, mais ça a été quand même pensé par quelqu'un qui adorait le vin. Donc ça reste un peu festif. Dans l'idée de le démocratiser, peut-être? Oui, l'idée, c'est qu'en fin de compte, dans les années, la personne qui c'est en Bretagne s'est dit, au fond, ce que je vois, c'est que plein de gens achètent des petits vins, des vins de table, parce qu'ils ont un problème de moyens. Et si une fois dans l'année, on leur permet quand même d'acheter des crus intéressants ou des vins de qualité, moins cher, c'est ça l'idée. Et donc, ils vont faire le plein, ils vont peut-être un peu garder, puis ce sera l'occasion de faire sa cave. Donc voilà le phénomène. Alors maintenant, c'est une sorte de rendez-vous, hein, c'est un peu les soldes, mais un peu différent, parce que ce n'est pas des vieux vins, c'est malgré tout ce qu'il y a, en tout cas une gamme qui aussi présente souvent le reste de l'année. Je crois que je ne les opposerai pas, c'est-à-dire que ce sont à mon avis, deux démarches différentes. On cherche un petit peu les bonnes affaires. On peut d'ailleurs cumuler les deux. On peut cumuler les deux. Comme je disais, certains cavistes le font. Après, je pense qu'il va falloir avoir un regard peut-être plus fin sur les foires au vin dans les quelques dernières années, dans les prochaines années plutôt, parce que là, si on regarde bien, l'année dernière, les foires au vin, on avait eu du moins 6, moins 7%. Donc, on a l'impression que le phénomène s'essouffle un peu. Mais affaire à suivre. À confirmer. Exactement. 2021, année noire pour le vin, plusieurs vignerons en parlent. Alors, est-ce qu'on peut d'ores et déjà mesurer l'impact en termes de production? Il y a eu tous les aléas climatiques, il y a eu le gel printanier, maladie de la vigne également. Le ministère de l'Agriculture estime à moins 30% la production française cette année par rapport à 2020. Oui. Trop tôt ou pas? Est-ce que ça va vraiment avoir un impact majeur sur le volume aussi de bouteilles? Oui. Il va y avoir un impact. De plus, on avait vu certains importateurs américains et anglais qui avaient fait des stocks parce qu'il y avait les taxes Trump. Et puis le Brexit, donc on s'est dit ça va être compliqué. Et donc on a des régions et des vignerons qui n'ont plus de vin à vendre. Donc c'est la double peine, parce qu'en fin de compte, il y a eu quand même beaucoup de travail dans le vignoble lié à ces périodes de froid, par exemple, qu'il y a eu, et puis d'autres ravageurs de la vigne qui ont mobilisé du personnel. Donc ce sont des coûts, des pertes, et puis en plus de ça, on ne va pas avoir de vin à vendre. Donc ça va être un peu compliqué, effectivement. Et le problème, il est pour le consommateur lambda, mais il est aussi à l'export, puisque quand on donne l'habitude à certains importateurs de consommer d'autres vins, d'autres appellations, c'est compliqué de le reconquérir après. On parlait du climat, il y a aussi le changement climatique. Quel impact sur le goût du vin? Est-ce qu'on va avoir des vins différents dans 10 ans à cause du changement climatique? Oui, on a des vins différents, on a un goût différent. C'est-à-dire que... Plus de sucre? En tout cas, globalement, nous avions... Alors, certains pensent que c'est en train d'un peu changer, c'est vrai que... Mais dans les années 2000, il y avait plutôt un goût les personnes voulaient des vins un peu riches, alcooleux, voire avec une acidité moindre, ce qu'on leur a donné. Alors là, pour le coup, le réchauffement climatique amène des choses qui correspondent à la demande du client, moins d'acidité, plus d'alcool, des vins un peu plus puissants. Donc ça, c'est un premier point. En revanche, le réchauffement climatique, quand on parle aux vignerons, ils disent que ce n'est pas vraiment tout à fait le seul problème. Le problème, c'est le dérèglement climatique, celui que vous avez cité précédemment, c'est-à-dire des épisodes qu'on n'avait pas l'habitude de voir, de froid, de gel et autres, de grêle, au moment donné. D'accord, avec même aussi des inondations qui posent d'autres problèmes. Et c'est ça le fléau, c'est-à-dire c'est le dérèglement climatique,
Le réchauffement, c'est vrai que pose des problèmes des fois de précocité dans la viticulture, et puis parfois effectivement des taux d'alcool qui sont plus élevés. C'est vrai le 12 et 12,5, 12%, c'est l'ancienne époque. On est plutôt à 13, 13,5, voire dans le sud, on frôle souvent les 14, 14,5. Voilà, mais en même temps, alors ça pose des problèmes parce que beaucoup de clients y font attention et pensent que c'est nocif pour leur santé. Après, il y a un moment donné où l'alcool peut déséquilibrer le vin, mais on n'y est pas. Les vins français sont délicieux et on a des très bons vins. Et curieusement, maintenant, on ne se dit pas c'est compliqué de trouver un bon vin, c'est compliqué de trouver un mauvais vin. C'est une bonne nouvelle, finalement. C'est une bonne nouvelle. Alors en pédagogie, ça l'est un peu moins. Parce qu'en pédagogie, de temps en temps, il faut pouvoir faire goûter un mauvais vin versus un bon vin. Pour faire la différence. Pour faire la différence. Ou sinon, et là, il n'y a que des bons vins. Il n'y a que des bons vins. En tout cas, il y a des vins qui sont honnêtes et il y a des bons vins. Avant de nous quitter, Olivier Thienot, et très rapidement, est-ce que la connaissance du vin est une condition sine qua non pour l'apprécier ? Oui et non. Je pense que la connaissance du vin permet de s'ouvrir plus l'esprit, d'aller vers plein d'appellations, ça c'est intéressant, permet aussi, je crois, d'envoyer des informations à notre cerveau qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qu'a voulu faire le vigneron. Donc j'ai envie de dire oui, et puis je prêche un peu pour ma paroisse, mais on s'aperçoit surtout que ça permet aux consommateurs d'être plus pointus dans ses achats, d'être plus ouverts, et donc de goûter à plus de diversité. Et c'est ce qui fait aussi le palais du consommateur. Merci beaucoup Olivier Thienot. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'école des vins et des spiritueux. On peut se rendre chez vous pour prendre des cours, en connaître davantage sur le vin et puis l'apprécier encore plus. Merci Olivier Thienot. Tout de suite, ces nouvelles recettes à la découverte d'une innovation. Alors un concept pour le moins déroutant aujourd'hui. Nous allons parler du vin en canette. Oui, restez avec nous. Chaque semaine dans Nouvelles Recettes, nous partons à la découverte d'une innovation, d'un nouveau concept. Qu'importe le flacon, dit-on, oui, mais là, on va parler de canette, du vin en canette. C'est plutôt très éloigné de l'univers du vin, de l'univers qui porte quand même l'empreinte de notre patrimoine, de nos terroirs. Je reçois Cédric Segal, président de Star Beverage. Vous avez osé le vin en canette, c'est un ovni. C'est un ovni, effectivement, c'est assez peu courant chez nous. D'où vous est venue cette idée un petit peu folle? C'est au cours d'un voyage au Japon où j'ai découvert qu'il y avait des vins australiens en canette et ça m'a paru un peu fou effectivement à l'époque. Sauf que, à force de les voir dans les linéaires, je me suis imaginé qu'il n'y avait pas de raison pour lesquelles le vin français ne pourrait pas être non plus en canette. Donc j'ai décidé de lancer ce projet. Lancé en 2013 ? C'est ça. Ça marche, vous avez du recul ? Oui, enfin ça marche pas partout. On a vendu essentiellement à l'international, dans les pays anglo-saxons, et en France, c'est en train de démarrer. Donc la France beaucoup plus frileuse. Est-ce que c'est notre rapport au vin assez traditionnel ? La bouteille, le bouchon, le tire-bouchon ? Complètement. Voilà, nous, le vin, c'est vraiment un objet très traditionnel. On veut avoir la bouteille, le bouchon en liège, le verre qui correspond, etc. Je pense qu'on a un produit qui s'intéresse effectivement plus à des pays qui ne sont pas forcément producteurs de vin, plus ouverts, et qui, eux, peuvent boire du vin à n'importe quelle occasion et qui sont moins formalistes et qui veulent plus se concentrer sur l'expérience de dégustation. Donc votre cible, notamment en France, ce sera un public plutôt jeune, j'imagine ? C'est ça, on vise plutôt des gens qui vont aller en randonnée, en pique-nique, qui sont nomades, qui veulent un bon verre de vin et pas forcément avoir le risque d'une bouteille qui se casse ou d'un verre. Voilà. Quels sont les avantages déjà du format canette et de l'aluminium ? Alors le format canette, déjà, ça permet d'avoir des instants de dégustation complètement différents. On n'est plus autour d'une table forcément, on peut vraiment l'emporter partout. Le format canette est le matériau le plus recyclé au monde, donc on a vraiment quelque chose de très écologique qui respecte l'environnement. Donc on a vraiment une nouvelle tendance de consommation avec des produits écologiques. On peut le voir, il y a quand même un design très sympa, avec de beaux dessins. J'imaginais une canette qui faisait davantage penser un peu au fast-food. Finalement, on a quand même quelque chose d'assez élégant. On se rapproche quand même un petit peu de la tradition, quelque part. Absolument. Enfin,
Nous, on a lancé une marque qui s'appelle WineStar, qui effectivement s'attache à proposer des vins AOC de qualité. On a voulu avoir des codes couleurs aussi qui rappellent un peu les codes du vin. Et après, on a une activité de prestation de service où là, on propose à tous les vignerons qui le souhaitent de décliner leur propre marque, leur vin, dans le format canette. Et là, on n'a plus vraiment la main sur le décor, sur le design. C'est eux qui veulent vraiment implanter une marque ou une émotion. Donc ce que vous me dites, c'est que dans cette canette, typiquement, on va avoir du bon vin. On ne s'attend pas à avoir de la piquette. En tout cas, nous, on garantit que le vin ne va pas évoluer dans la canette. Donc, si vous mettez un vin de qualité, on peut imaginer avoir un vin qui se tient parfaitement dans la durée. Oui. Et cette méthode de conservation, ça se prête vraiment à toutes les appellations, tous les cépages? Oui, on peut faire des vins de toutes les couleurs, rouge, blanc, rosé, de toutes les régions de France, quasiment sans exception, hein, peut-être pas le champagne, parce que c'est très compliqué. Mais par contre, on a vraiment une technologie qui permet de garantir que le vin ne va pas être altéré, parce qu'on a un vernis dans la canette qui protège le vin. Donc, on n'a pas le goût de l'aluminium, rassurez-nous. Et voilà, donc le goût du vin est garanti par cette protection dans la canette et le fait qu'on inerte avec de l'azote liquide, qui est une technologie très très propriétaire, et ce qui fait que voilà, on peut vraiment garantir la qualité. Le vin, c'est aussi la conservation, la cave. Besoin d'une cave ou pas du tout? Le A frigo priori, suffit. voilà, comme je disais, voilà, le vin est parfaitement inerté, donc il ne va pas évoluer, à la différence d'une bouteille. Mais on peut le garder. On peut le garder, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est plutôt destiné à une consommation immédiate. Si le vin est de qualité et prêt à boire, on peut le boire tout de suite ou dans 2 ans et il sera identique. Merci beaucoup Cédric Segal. Je rappelle que vous êtes le président de Star Beverage. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je remercie Caroline Ricross qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Romain Luc à la réalisation, à Guillaume Sulowski au son. On se retrouve la semaine prochaine sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Food. Très bonne journée et bon week-end à tous.